خوتي وخواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم mesdames et messieurs bonsoir merci pour votre fidélité merci de nous suivre chaque soir pratiquement maintenant en tout cas on essaye d'être là avec vous chaque jour en dépit des grandes difficultés je peux vous assurer يا جماعه الخير c'est la première fois en tant que journaliste c'est la première fois que je rencontre de grandes difficultés pour organiser une émission ou pour produire un contenu journalistique ou pour organiser un débat sur les élections présidentielles en Algérie. Je n'ai jamais rencontré autant de difficultés. Des gens qui ont peur, des partisans du régime algérien qui attendent le feu vert, de je ne sais pas qui mais qui ne peuvent pas venir, les incertitudes, l'accès aux sources qui est très difficile, la parole qui est extrêmement contrôlée et surtout ce sentiment de terreur qui terrasse les militants politiques, notamment tous les acteurs de la classe politique. Mais nous résistons. Nous résistons. Le studio consacré aux élections présidentielles en Algérie du 7 septembre 2024 continue et continuera, quoi qu'il en soit, parce que nous voulons juste libérer la parole, débattre sur l'avenir de notre pays, débattre sur le déroulement de ces élections présidentielles, parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre chère Algérie. Nous n'avons pas de pays de rechange, il est de notre devoir, comme il est de notre droit, de pouvoir s'exprimer, du moins avec l'éthique la plus rigoureuse sur l'avenir de notre pays, sur son présent. D'ailleurs, je remercie vraiment énormément les personnes qui ont accepté aujourd'hui notre invitation. J'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir Madame Lina Mansouri, militante politique. Atek Saha, merci beaucoup d'avoir accepté. Je tiens énormément à ce que des femmes soient présentes avec nous, parce que j'estime, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, on va essayer de se tutoyer quand même, Lila, si tu me permets. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est le vouvoiement, on n'est pas beaucoup, ça colle pas beaucoup à notre nature, dans notre nature d'Algérien. C'est vrai. Un peu, surtout quand on parle des problèmes de notre pays, il y a un peu de l'affect, il y a un peu de l'émotion, on essaie de se contrôler, mais quand même. Moi, je tiens absolument à Lila que les femmes soient présentes, parce que j'estime que le débat politique en Algérie il est trop viril, trop masculin, et que les femmes ont cette possibilité de nous apporter un peu de lucidité, là où il y a trop de fanatisme de notre part, nous les hommes. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation et j'espère que les femmes comme toi seront nombreuses à être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à vous deux, l'invité vous-même et aux techniciens qui est à la régie. Je vous renouvelle mes remerciements et je vous remercie aussi pour votre introduction parce qu'effectivement la conjoncture elle est extrêmement difficile et la participation de tous les citoyens et citoyennes à la vie d'un pays, elle est capitale. Un pays ne peut pas se reposer que sur une couche ou une gente masculine. C'est l'équilibre est fondamental. Donc la participation de la femme, elle est cruciale. Et l'apport de la femme, il est autant utile que celui de l'homme, mais chacun a ses spécificités, comme tu dis, que il y a des apports que la femme peut avoir et l'homme, il ne fait pas preuve de cette prise de recul par rapport aux choses, aux émotions, et la femme, elle peut avoir cette faculté. Merci. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir maintenant quelqu'un qui nous est habitué, qu'on l'aime bien, on l'aime beaucoup, c'est pour ça à chaque fois qu'on l'invite, Amir Bouzid, un militant authentique, hein, un discours très intéressant, un vécu aussi en Algérie, il vient d'arriver en France, ça fait pas longtemps, il a travaillé dans un bureau de vote, il a eu une grande mésaventure, aujourd'hui il est en France, il essaie de s'accrocher comme nous, de se battre, et de réfléchir sur la condition de ses compatriotes et de son pays. Merci beaucoup, Amir, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je souhaite la bienvenue à notre ami, grande amie de Riposte Internationale. Nous continuons à faire ce travail en commun. D'ailleurs, la dernière déclaration de Riposte parle justement d'emprisonnement, d'embrigadement de la société et sur le sort réservé aux détenus politiques. C'est l'occasion qui m'est donnée de relancer justement cette alerte que nous donnons, que la situation s'aggrave et que nous souhaitons qu'il y ait un carrefour d'efforts, d'analyse pour permettre justement une sortie de crise. Merci à vous, Abdou. C'est la moindre des choses, c'est notre devoir, justement, Lila. Alors, un point sur la situation des libertés publiques et individuelles. La machine, on a l'impression, elle s'est emballée. On en a déjà parlé, mais là, récemment, je pense que depuis une semaine, il y a encore des arrestations, des interpellations, et les femmes sont aussi concernées que les hommes.
On l'oublie, mais il y a pas mal de femmes qui sont des détenues politiques, qui sont emprisonnées ou placées sous contrôle judiciaire ou interdites de quitter le territoire national. Tout à fait. Quelle est la dernière évolution sur la situation des droits de l'homme en Algérie? J'en parle avec Lila parce que tu es secrétaire général de Riposte Internationale, l'une des rares ONG et fondations qui milite sur le terrain pour la promotion des droits de l'homme et qui dénonce et qui fait des communiqués, qui publie des livres, etc. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à moins de 2 mois d'une élection présidentielle? Est-ce qu'on peut s'exprimer librement? Est-ce qu'on peut vivre librement en Algérie? Contrairement à ce que attendait le peuple algérien à l'approche de l'échéance électorale, on attendait vraiment un geste d'apaisement de la part en tout cas des personnes au pouvoir, parce que je ne dirais pas du président, il n'est pas le seul détenteur des décisions, telles qu'on connaît l'opacité du pouvoir. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait vraiment des gestes d'apaisement, d'autant plus qu'à la dernière rencontre avec les partis politiques, il y avait 2 partis qui ont osé dire qu'il y avait des détenus politiques. Et donc, on attendait à ce qu'il y ait une certaine flexibilité, une indulgence vis-à-vis des détenus, ou même des personnes déjà détenues relaxées, ou celles qui sont, comme vous dites, sous contrôle judiciaire. Néanmoins, on voit dernièrement une accentuation, une aggravation du harcèlement. Et les militants sont inquiétés, à l'image de Miram Kounache, l'avocat de Bidjaya, tous les militants qui ont été dernièrement inquiétés à Bidjaya. Justement, il y a un avocat, justement. C'est quoi cette histoire de l'avocat? On n'a pas très bien compris, comme il n'y a pas beaucoup de sources d'informations fiables là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet avocat? Alors, je préférais ne pas en parler. Je laisserai mon collègue en parler sur la situation de l'avocat, puisque moi, dernièrement, comme je vous ai dit, je me suis mise un petit peu en retrait par rapport à toute situation, ma situation sanitaire. Mais de ce que j'ai lu dernièrement, parce qu'on publie régulièrement le magazine de Riposte, d'ailleurs le dernier il date de 2 jours, le public, le large public peut avoir toutes ces informations sur notre site. Et quant à la situation, comme vous dites, l'évolution, eh ben, c'est pas une évolution, c'est une régression totale de la liberté d'expression, de la liberté de militer, de tout ce qui est l'essence même du droit international qu'a consacré même la Déclaration internationale des droits humains. Il n'y a aucun article qui a été respecté en Algérie, ni par les instances qui sont au pouvoir, ni par le pouvoir judiciaire, ni par toutes les institutions. Justement, Lila, toi, sincèrement, est-ce que tu t'attendais, comme beaucoup, à des gestes d'apaisement, notamment pour le 5 juillet? Tout le monde parlait, tout le monde attendait le 5 juillet 2024. On a dit que Tebboune va faire son 2e mandat, mais c'est pas possible. On a dit qu'il ne va pas faire un 2e mandat alors que les prisons sont pleines à craquer. Il va au moins libérer ou faire quelque chose, ou faire des gestes, au moins remettre en liberté quelques personnes fragiles, âgées. Alors, mais rien ne s'est passé comme cela. Il y a des personnes, il y a des détenus qui sont âgés de plus de 70 ans, de plus de 60 ans, qui ont la santé fragile. Il y a même des femmes. Pourquoi il n'y a pas eu d'apaisement, selon toi? Alors, personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait de gestes d'apaisement, puisque, comme à chaque occasion, le peuple algérien attend et qu'il y a une déception. Donc, personnellement, connaissant la nature du régime, il joue sur le chaud et le froid. Il relaxe un détenu et le lendemain, il le convoque, ou même il relaxe 10 détenus, mais il y a 20 militants, 30 militants qui sont inquiétés. Donc, c'est vraiment à double tranchant la politique qui exerce le pouvoir. Donc, cet apaisement, pour ma part, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas du tout de l'apaisement, vu que pour eux, les élections prochaines, elles sont d'ores et déjà jouées. Le candidat du système est connu. C'est pas forcément Tebboune. Pour moi, c'est pas forcément Tebboune qui va sortir. C'est pas forcément Tebboune qui va être choisi par la junte militaire. Probablement, lui aussi, il sera un lièvre qui va concourir avec tous les autres là qui sont en train de ramasser les signatures pour que leur dossier soit validé. Mais je sais que je suis profondément convaincue que le système a déjà choisi son candidat, plutôt le futur président, probablement Tebboune et probablement pas. Ça dépendra de... Tu es en train de me dire, Lila, qu'il est possible que Tebboune ne sorte pas gagnant cette élection? Moi, j'opte pour cette vision des choses, parce que nous savons qu'à chaque fois, il joue sur en tout cas sur l'incertitude pour le grand public, pour le peuple, pour pas qu'on ait vraiment
vraiment une vision claire pour pas qu'on puisse analyser les choses politiquement correctes. Ils essaient de nous dépolitiser, ils essaient de nous décourager et historiquement, en tout cas, on connaît les urnes algériennes, comment ça fonctionne. Il y a pas, déjà les lois n'ont pas été changées, même après convocation du corps électoral, ça reste les lois de 2019 avec lesquelles Tebboune est sorti entre parenthèses gagnant. Donc pour ma part, je ne peux pas certifier que Tebboune sera le futur président malgré toutes les donnes, malgré tout ce qui porte à croire que Tebboune est le futur président. Je reste sur, en tout cas, vigilante parce qu'on ne sait jamais avec le système et le pouvoir profond algérien. C'est une lecture intéressante, c'est une lecture intéressante. Lila, elle est méfiante, elle dit qu'il est possible que Tebboune ne soit pas gagnant, il est possible qu'il y ait une grande manipulation. Comme en 2019, on pensait que ce soit Mihoubi, finalement, Kharjina Tebboune. Voilà, alors, on parlera, mais Bouzid. D'abord, juste avant de parler, je te laisserai la parole, bien sûr, mais un point sur, est-ce que toi aussi, tu t'attendais à tes gestes d'apaisement? Ou là, est-ce que tu pensais que c'était naïf de le croire? Et pourquoi, selon toi, le pouvoir algérien il va jusqu'au bout de sa logique brutale et répressive? Généralement, à chaque approche d'une échéance électorale, on fait des gestes. Le pouvoir algérien lâche du lest. Mais là, on voit qu'il ne lâche rien du tout. Sur le plan social et économique, il lâche un peu plus d'importation, un peu plus de contrôle des prix, des promesses d'une meilleure vie, de logement, ADL 3, etc. Mais sur le plan politique, ouelou, pas de liberté, pas de manifestation, pas de prisonniers politiques libérés. Pourquoi? Je pense que les attentes des Algériennes et des Algériens, les horizons politiques des Algériens dépassent cette idée naïve d'apaisement. Elle est naïve. Oui, placer les Algériens en posture d'attente de mesures d'apaisement, c'est admettre de les mettre sous tutelle. Les Algériens n'attendent pas d'apaisement. Les Algériens, ils l'ont exprimé, ils veulent un changement réel en Algérie, dans leur pays. Les destins individuels, c'est vrai, construisent le destin national. Et les Algériens sont d'accord à consentir ces sacrifices. Alors, parler aujourd'hui de gestes d'apaisement, je pense que ça, c'est faire le jeu du pouvoir. Les Algériens attendent plus que des gestes d'apaisement. Les Algériens, ils attendent un changement de cap politique. Les Algériens attendent que le politique soit réhabilité. Et là, je tiens à saluer d'abord la déclaration politique du RCD et la déclaration politique du Parti des travailleurs, qui, pour le RCD, précise qu'il y a accentuation de la terreur et que pour le PT, parle d'aggravation de la défiance et du désengagement populaire exprimé à travers toutes les élections organisées depuis 2019. Premier paramètre, ça veut dire que l'attente de la classe politique largement dépasse cette idée naïve, subterfuge d'apaisement. Deux, concernant la classe politique aussi, le FFS, quand il parle de participer à cette élection et que le boycott encourage l'immobilisme politique, nous répondons qu'effectivement, demander aux Algériens d'aller voter pour sauver le pays des périls sans rien changer à sa démarche est une des inconséquences habituelles de ce pouvoir. Et là, je reprends Feuille Ahmed. Mettre du mouvement dans le statu quo, oui, mais au prix d'un changement de système. Pardon, au prix de jouer la pérennité du système. C'est pour ça que je dis que... Mais pourquoi le système se sent aussi fort? Justement, parce qu'on n'en est pas là. Le changement du système, personne n'arrive à l'espérer. Oui. C'est-à-dire pour libérer, avoir le moins de détenus politiques possible, pour pouvoir juste s'exprimer sur les réseaux sociaux et écrire quelques commentaires et faire quelques caricatures, ce n'est plus possible. Pourquoi le système se sent aussi fort? Le système il se sent aussi fort. Je pense qu'il y a une grille de lecture qu'il faudrait adopter et qu'un des indicateurs importants de cette grille de lecture est le décret présidentiel numéro 24-218 du 27 juin 2024 fixant les modalités de placement des personnels militaires de carrière contractuelle en position
de détachement auprès des administrations civiles On allait en parler et publiques. Et justement, c'est ça la contrepartie de Tebboune pour le régime militaire. C'est tellement grave, c'est tellement indicatif. Alors, juste pour expliquer le contexte, c'est un décret, effectivement, comme dit Amirouche, il est sorti le 27 juin, et qui permet à des militaires en fonction, et maintenant, ils sont toujours militaires, pas des militaires à la retraite, mais des militaires en fonction, d'être détachés de leur poste au sein de l'armée, au ministère de la Défense nationale, pour gérer ou diriger ou occuper des postes de responsabilité à la tête des administrations publiques et civiles. Il leur accorde pas mal d'avantages, parmi lesquels, le ministère de la Défense nationale, ils doivent garder leur salaire comme ils ont été payés au sein de l'armée, alors que dans l'administration, c'est pas forcément bien payé. La formation, c'est payé par le ministère de la Défense nationale. Ils sont évalués par l'armée. On ne peut pas les sanctionner parce que c'est le ministère de la Défense nationale qui doit les évaluer ou doit les sanctionner. Et ils gardent donc pas mal de privilèges et d'avantages. Mais la question qui se pose à Amirouche, est-ce que Tebboune avait besoin de faire un cadeau aux militaires pour faire passer son deuxième mandat? Tout à fait. Il n'y a pas de concurrent en face de lui, je ne vois pas le problème. Je pense que notre ami a la raison de dire qu'effectivement, l'hypothèse qu'il y ait une autre option, elle est toujours comme plombée, mise sur la table du régime. Et que cette élection vient d'être scellée par ce décret. Parce que ce décret, il dévoile à nu ce régime qui est à contresens de la mobilisation des Algériens et des aspirations politiques des Algériens. Je pense que les années de base des années 70 sont de retour et comme je l'ai déjà dit dans une précédente émission, je pense que la rencontre Ben Salah-Poutine, elle continue de faire son chemin et d'avoir ses effets. Justement, Madame Lila, est-ce que tu ne penses pas, comme Amirouche, le régime khlas, depuis le Hirak, depuis la crise politique de 2019, ça je le ressens, la vérité. Moi je le ressens quand je parle à mes sources. Et ils me disent, Abdou, c'est fini la liberté d'expression. C'est plus jamais, n'espère pas, même si ne crois plus jamais que tu pourrais revenir en Algérie et faire tes émissions comme sur Beurre TV, comme fait le Jazaïria. Cette période, elle est révolue. Ils ne veulent plus de liberté d'expression, en tout cas, ils ne veulent plus de ces espaces libres qu'on avait auparavant. Pourquoi, selon toi? Là, ce durcissement. Ils veulent d'un autoritarisme comme en Égypte, genre comme Sisi, comme Poutine en Russie. C'est un choix qui a été fait, Khlas. C'est pour justement se protéger déjà. Parce qu'ils ont chacun, ils traînent des dossiers, quand même s'ils seront mis devant un tribunal, bien sûr, à tous les niveaux d'ailleurs, pas qu'au niveau matériel, financier, mais au niveau des crimes commis, au niveau absolument, de tout ce qui s'est passé en Kabylie, de tout ce qui s'est en Mzab, en Algérie. Oui, entièrement. Donc déjà ça, ils s'autoprotègent. Et en même temps, ils ont mis en place des lois qui leur permettent d'exercer un arsenal juridique qu'ils ont mis en place lors de la crise du Covid. Donc pendant que le peuple luttait pour sa survie, eux, ils ont profité, ils ont exploité cette phase pour mettre en place des lois répressives avec lesquelles aujourd'hui ils se permettent d'emprisonner des innocents qui luttent pour leur liberté, pour le bien-être de l'Algérie, de tous les Algériens et même de l'espace géopolitique nord-africain, parce que c'est important, l'Algérie est un pion dans cet espace géopolitique. Donc à chaque personne qui aspire à un changement, elle tombe sous l'égide du 87 bis. Donc ils ont, à travers ça, muselé les militants en premier, parce que ce sont eux qui portent la parole du peuple. Et quand le peuple lambda voit que les militants ils sont réprimés, emprisonnés, que voulez-vous que ce peuple puisse faire? Mais l'espoir... Tu es en train de nous dire, d'après ta lecture, que le régime est traumatisé par ce qui s'est passé avec le Hirak. Absolument. Donc il veut fermer toutes les portes et tous les champs d'action pour qu'il n'y ait plus jamais la possibilité d'un retour du Hirak. Tout à fait. D'ailleurs, en 2021, après la crise du Covid, il y a eu des tentatives de réorganiser des manifestations, des rassemblements. Ils ont été vite, en tout cas, réprimés et chacun est retourné chez lui vu ce qui se passait. Mais évidemment, tout à fait, c'est que ce régime, c'est comme un serpent blessé.
Donc, il a mémorisé le coup de 2019. Il ne veut plus qu'il retombe dans une crise politique telle que ça s'est passé. Donc, il a mis en place des mécanismes qui le protègent. Et même à travers l'apparition de Chilgueri à toute occasion, la militarisation de la société, ce qui va à l'encontre des fondamentaux du congrès de la SOMAM. Donc aujourd'hui, comme dit notre camarade, avec le décret du 27 juin dernier, on a acté la militarisation de l'Algérie, de toutes les institutions, de toute l'administration même. On a scellé les résultats du présidentiel anticipé. On peut le dire. On peut le dire. Pour ma part, je ne pense pas que ce cadeau-là soit vraiment un gage que Tebboune soit réélu pour son deuxième mandat. Il en a fait cadeau. Il a déjà fait d'autres cadeaux, mais ça n'a pas fonctionné pour... Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que au final, le seul gagnant de cette élection serait le régime militaire. Absolument. Quel que soit la personne sur laquelle se porterait le choix de la jette militaire. Je suis d'accord. Juste une question. Est-ce que l'armée en Algérie elle a besoin d'un pouvoir aussi autoritaire? Même le Hirak n'a pas contesté réellement l'armée. كانوا يخرجوا des millions de personnes, le slogan contre les généraux, etc. Il a été proclamé plus tard. Il a même suscité un malaise au sein des Hirakis. Il y a eu pas mal de divisions sur l'utilité de ce slogan. Et on quoi? L'enterrement, la cérémonie d'enterrement de Gaï Salah, c'était des milliers de personnes. C'était immense. Chefna, comment des généraux, notamment, il y avait un des généraux qui était présent à l'enterrement, comment il a été salué par la foule, etc. Est-ce que ce pouvoir autoritaire était une nécessité pour l'armée réellement? Est-ce que ce n'est pas un excès de zèle de la part de Tebboune, de la part de je ne sais pas qui? Je pense qu'il n'y a pas d'excès de zèle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Hirak, dans sa formulation politique et dans sa mobilisation dans la société, a réussi à mobiliser les Algériens et les Algériens autour d'un leitmotiv, d'un slogan réel, partagé par l'ensemble des Algériens, Madaniya, Machi Askariya. Et ce leitmotiv politique, non seulement il inquiète, il déstabilise ce pouvoir qui a mobilisé toute son intelligence au service du mal, au service de la création de fondements juridiques pour la répression du Hirak, pour casser toute la société civile, pour emprisonner des journalistes, des avocats, des Algériens, des animateurs de la société civile, et pour qu'enfin on débauche, en 2024, sur un décret présidentiel qui donne une orientation militariste à la nomination des directeurs des différents secteurs, et vous pensez que ce régime-là n'est pas affolé, il est très affolé. Mais justement, dans ce cas-là, je rappelle qu'on a eu des présidents militaires. Zerouane était un militaire. Abdelaziz Bouteflika, c'est les militaires qui l'avaient aidé. Chadli était un militaire. Boumediene, pourquoi c'est militaire? Mais à part la période Boumediene, et une bonne partie de la période, du moment de la séquence Chadli, le reste, même pendant la décennie noire, on n'a pas eu une répression aussi accrue des libertés publiques et individuelles. Même pendant la décennie noire. On pouvait caricaturer, on pouvait se poser des questions, on pouvait proclamer son avis, etc. Et les militaires étaient toujours au commandement du pays. Il n'y a pas eu autant. C'est le Hirak vraiment qui a changé tout cela. À la différence, Zerouane, il lui avait assigné une mission bien définie que tout le monde connaît. C'était effectivement de faire face à la guerre de la décennie noire. Très bien, il ne se mêlait pas trop de politique. La venue de Bouteflika a changé un peu la donne. Parce que Bouteflika, il a réussi à démobiliser le militaire et à asseoir un pouvoir présidentiel qui n'a pas profité pour l'Algérie. Parce que si c'était un pouvoir présidentiel institutionnel, ça aurait profité dans cette période post-Bouteflika. Mais ça a été
un pouvoir personnel. Mais est-ce qu'on n'y est pas dans le président? Est-ce que là, c'est pas Tebboune qui gouverne? Non, pas du tout. Non, quand pas- on voit Tizi Ouzou, à oui, Khanchla, oui. à Djelfa, Oui. Shengriha يتبع في تبون. Mais je هذه pense- قايد صالح ما دارهاش مع بوتفليقه. je pense Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est Tebboune, il va absolument, il montre au peuple que c'est lui le chef? Et c'est pour ça qu'il ramène derrière lui toujours Shengriha. Est-ce que c'est pas un message subliminal quelque part? Je pense qu'il faut inverser la situation. C'est Tebboune qui est Est-ce que tu es d'accord avec ça, Lila? Pour ma part, je suis d'accord sur le fait qu'ils se mettent en avant et que Shingiriha derrière, ça ne veut pas dire que c'est lui qui est aux manettes. Plutôt, on le met en avant pour se couvrir du pouvoir qu'ils détiennent. Et le pouvoir réel, tout le monde le sait, pas que les Algériens, même ailleurs, dans d'autres pays, ils savent que le pouvoir, le réel pouvoir, il est entre la main des militaires. Et encore, derrière les militaires, pour moi, il y a aussi un autre pouvoir qui pousse ces militaires à agir de la sorte. C'est pas du complotisme, ça, Lila? C'est qui ce pouvoir qui est derrière les militaires? Eh ben, il y a les puissances étrangères qui sont derrière aussi, qui décident du sort de l'Algérie, on le sait. on peut Les l'Algérie, mains c'est un pays étrangères, souverain. comment? C'est un pays souverain, l'Algérie. Superficiellement, évidemment, il faut qu'ils le disent. D'ailleurs, tous les médias, c'est que de la propagande qu'on entend à chaque heure sur toutes les télévisions. Nous sommes le meilleur pays, nous sommes la nouvelle Algérie en pleine évolution, la numérisation, tout va très bien. On a l'autosuffisance, on aspire pour l'agriculture prospère. Or que la réalité de l'Algérie, l'Algérie profonde, est autre que celle que décrivent les médias, que prône Tebboune et ses alliés. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas, pour ma part, elle est encore sous domination de forces occultes. Je le dis, j'assume ce que je dis. Les militaires ne sont Quels que sont les des signes? exils. Quels sont les signes de ce que tu dis, Evélé? Je pense où tu vois cette domination de ces forces occultes? En donnant un exemple, par exemple. Vous voyez bien que certains secteurs stratégiques de l'Algérie sont entre les mains des Émirats. Les ports, certaines mines, des exploitations minières. On voit que l'or algérien, il n'est pas exploité et il ne revient pas, ses bénéfices ne reviennent pas aux Algériens. Donc on le voit que Gaïd Salah, de son vivant, d'après certaines sources, avant qu'il décède, il y a eu un acheminement de cet or vers les pays du Golfe. Et aussi l'exploitation du Sahara algérien par en tout cas les multinationales occidentales, et le fait de promettre que la France exploite aussi le gaz de schiste malgré les risques que ça représente pour l'écologie, le système, la nappe phréatique en Algérie. Tout ça, pour moi, prouve que les détenteurs du pouvoir ne travaillent pas pour les intérêts de l'Algérie ni des Algériens. Ils ne travaillent pas les intérêts Voilà, nationaux. ça travaille les intérêts des multinationales et des pays occidentaux. Qu'est-ce que vous répondrez à celles et ceux qui vous disent « Mais attendez, avant c'était l'anarchie, on a vécu une année 2019 sans président, c'était beaucoup anarchique, on ne savait pas où aller, il y avait beaucoup de divisions, et il y avait les islamistes qui faisaient un guet-apens, et on a failli revenir aux années 90, et regardez les pays comme la Tunisie, ou la Syrie, ou l'Irak, ou les autres pays arabes qui ont été secoués par des printemps arabes, regardez ce que ça a donné, et que finalement, il vaut mieux un pouvoir fort, un pouvoir autoritaire, mais au moins le pays il est stable, il est en sécurité, ou on en a acheté. Vous répondrez quoi à cet argument-là? Je pense qu'il faut clarifier la situation. Un moment de clarification s'impose. 2019 n'a pas été une année de chaos, d'anarchie. C'est une année de prise de conscience, de mobilisation citoyenne autour d'une question importante orientée vers un changement réel de la politique, de la situation politique du pays. Se mobiliser contre un cinquième mandat était de se mobiliser contre cette tutelle, cette mise sous tutelle de la société algérienne et de ses élites, et de ses opinions, et de ses horizons politiques. Ça vient nous dire que 2019 n'a pas été aussi anarchique, etc. De brandir cette menace islamiste a toujours été un des éléments, un des outils de ce pouvoir pour casser tout rassemblement des forces démocratiques nationales
qui travaillent le projet national. Je pense que le mouvement islamiste en Algérie a compris qu'il est important d'aller vers une alliance avec le mouvement démocrate et le mouvement national pour construire un projet national. Et qu'à l'avenir, il n'y aura plus... de l'Alliance Royale Bouza. La vérité, on n'a pas beaucoup vu cette alliance. Hein. On a vu en 2019 à 2021 pas mal de polémiques entre les partisans du mouvement islamiste et les partisans démocrates. Je pense et qu'on puis, a il y avait des slogans un peu violents. Il y avait des slogans qui ont fait peur. C'était pas violent, c'était pas... Mais on avait vu aussi des rencontres de politiques de tous bords qui ont fini par se regrouper et se réunir. C'était essentiellement les démocrates. On fait référence à la PAD, par l'initiative du PAD, comment ça s'appelle, l'action démocratique, le programme. Le PAD, le pacte pour l'Alliance démocratique, j'ai oublié comment ça s'appelait déjà à l'époque, tellement ça a disparu maintenant, c'est incroyable quand même, alors que ça date que depuis 3 ans. On est en train d'oublier des moments, alors que ça a regroupé la Ligue algérienne des droits de l'homme qui a été dissoute, ça a regroupé à un moment donné le FFS, le MDS qui a été dissous, mais je n'ai pas vu d'alliance entre les islamistes. Je ne parle pas d'alliance, je parle de formulation politique d'un projet national politique. Je pense que 2019 a clarifié la mobilisation a clarifié le pacte politique qui devait et qui doit encore sauver cette Algérie. Le pouvoir, il brandit cette menace islamiste comme il brandit maintenant cette menace du MAC, comme il essaie de combattre toute idée porteuse de changement. Je pense que le Hirak a recentré les enjeux et a défini clairement le cap à donner à ce mouvement citoyen. Je pense qu'aujourd'hui, cette élection anticipée a un résultat anticipé, c'est la survie, parce que le seul gagnant, c'est le régime, c'est le système. Son résultat anticipé, c'est la survie de ce système militaire qui, à travers justement ce décret présidentiel signé par la Tebboune, nous renseigne clairement, mais alors clairement, sur l'orientation de cette nouvelle Algérie qui reprend les mêmes réflexes des années 70 et c'est terrible. C'est justement, là, on parlait tout à l'heure, il y a 2 ans, 3 ans, on va dire plus exactement, entre 2019 et 2021, 2020 c'est la Covid, il y avait donc une pause, les Algériens disaient état civil et non pas un militaire. Doula Madani ou Machi Askari. Voilà, toutes les lois penchent vers le contraire. Tout à fait. Toutes les lois, tous les dispositifs. L'armée n'a jamais été aussi présente. Même à l'époque de Bouteflika, elle a été un petit peu invisibilisée. Mais à part Gay Saleh et ses démonstrations et ses activités militaires, elle n'était pas très visible. Là, elle est visible, elle est partout, etc. Donc, c'est quoi? C'est le grand échec du Hirak. C'est que le pouvoir veut s'acharner pour dire que j'ai enterré le Hirak définitivement. On veut tourner cette page. Pour ma part, non. Le Hirak n'a pas échoué. Pas du tout, puisqu'il y a encore des militants, malgré tout ce qu'ils subissent au quotidien, notamment en Algérie. Je ne parle pas de nous, la diaspora. On a cette chance, malgré qu'on a des répercussions, le fait qu'on ne puisse pas aller voir les nôtres, rentrer dans notre propre pays. Nous sommes privés de revoir notre terre natale. Néanmoins, les personnes qui subissent le plus cette répression, ce sont nos compatriotes de l'intérieur. Et malgré ça, ils restent mobilisés. Même s'ils ne font pas des actions sur le terrain, il y a cette idée de vouloir changer les choses. On verra les élections prochaines, le taux de participation, ce sera un acte politique. Malgré ce qu'ils vont faire comme campagne électorale, je présume que la plus grande frange de la population qui est politisée ne votera pas comme signe de protestation à tout ce qui se fait actuellement. Les militaires n'ont pas encore gagné parce qu'eux, ils ont la force, ils ont mis les lois de leur côté et ils ont le pouvoir. N'empêche que le peuple lambda et les militants qui restent éveillés sont encore dans cette bataille intellectuelle de vouloir trouver des mécanismes autres que le Hirak. Ça sera une autre forme, vu que ce Hirak a
a été stoppée par la volonté du peuple lors de la Covid. Je suis optimiste pour l'avenir. Je suis très optimiste. Au contraire, le peuple se réveillera. Il y aura peut-être un moment d'accalmie, de prise de recul, évidemment de soumission, vu ce qui se passe, mais la force du peuple rejaillira comme à chaque cycle de la vie politique en Algérie. On l'a vu à plusieurs reprises, spécialement en Kabylie et d'autres régions en Algérie. Mais cette fois-ci, vu ce que le Hirak a pu travailler, parce que ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure par rapport aux questions qui divisent le peuple, eh bien, le Hirak a permis cette réconciliation, la déconstruction de toutes les cartes que le pouvoir, depuis 1962, même bien avant, avec l'avant-indépendance, les actions ou les cartes qui sont utilisées, le peuple les a mises à plat, à table, il les a déconstruits. On voyait le peuple uni dans les manifestations, qu'ils soient des islamistes, que ce soit des femmes. Est-ce qu'on reverra un jour ces images-là? C'est ce que je veux dire. Certainement. Moi, je suis très optimiste parce que c'est à notre niveau de travailler, chacun individuellement, justement. On en parlait en off tout à l'heure, c'est de travailler sur soi et l'acceptation de l'autre. Nous sommes tous des Algériens. Nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons un même pays, un même drapeau, avec le drapeau Amazigh, et nous avons cette terre qui nous est très chère, que nous devrons sauvegarder. Nos anciens, les Moudjahidines, Chouhada, ils ont œuvré, ils se sont sacrifiés pour la libérer. C'est à nous de continuer ce sacrifice et de travailler pour la libérer des mains de cette mafia au pouvoir qui est l'héritage justement du colonialisme, tel que je le disais tout à l'heure. Un dernier mot, Ejmaa. Allez, un dernier mot, Bouzid. Oui, de toute façon. Est-ce que tu es optimiste, toi? Bon, Lila, elle est optimiste, est-ce que tu l'es, toi? Justement, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que cette élection anticipée n'aura rien à régler pour ce pouvoir, parce qu'un mandat supplémentaire de 5 années ne représente rien devant la vie d'une nation. Après 5 ans, le pouvoir aura toujours la même problématique à régler, son illégitimité et sa capacité à se régénérer ou à régler sa problématique de survie. Les Algériennes et les Algériens resteront mobilisés, que tant qu'il n'y aura pas de changement dans ce pays, il y aura toujours de la mobilisation, il y aura toujours de la formulation politique des horizons démocratiques pour les Algériens. Merci beaucoup. Allez, dernier mot, Lila, parce qu'on doit vraiment terminer la râle. Pour dire que le peuple est convaincu, est vraiment convaincu que les élections, les urnes ne régleront pas la faille politique, la crise politique en Algérie. Ce n'est que en s'alliant avec le peuple. Le pouvoir doit vraiment se référer au peuple, aller au plus proche des besoins du peuple et déconstruire toute la corruption et tout ce qui a été fait par les pouvoirs précédents pour redonner justement la souveraineté au peuple et qu'il prenne de lui-même les rênes de ce pays. On verra le 7 septembre prochain ce que le peuple, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il dira d'ici 7 septembre. En tout cas, en attendant que le peuple s'exprime, nous on est là à s'exprimer, à essayer de justement que toutes les composantes de la société algérienne puissent s'exprimer, puissent avoir un avis. Donc marhaba bikum encore une fois. J'espère qu'il y aura d'autres femmes sur notre plateau, j'espère qu'il y aura d'autres militants sur notre plateau. Moi d'ici là je vous dis à très bientôt, à la prochaine et prenez soin de vous. Merci Abdou, merci.